Imaginez un pays où le sexisme très fort pousse toutes les femmes à ne plus avoir de relations avec des hommes. Plus de couple, plus de sexe, rien. Au point où le taux de natalité s'effondrerait drastiquement. C'est ce qu'on a pu entendre sur les réseaux à propos de la situation en Corée du Sud. Et c'est pas la première fois que cette info revient, elle a beaucoup tourné en mars 2023 avant de revenir en mars dernier et surtout en avril 2024. Des messages comme « il faut faire comme les Coréennes » reviennent très souvent sous des posts dénonçant des comportements violents ou problématiques de la part d'hommes. Dans ma première vidéo, on parlait des hommes qui ne veulent rester qu'entre eux sur YouTube. Dans celle-ci, on va parler des femmes qui ne veulent plus côtoyer d'hommes. Aujourd'hui, on va décortiquer le mouvement 4B en Corée du Sud et descendre parmi les faces les plus sombres du pays. My greatest highlight of 2024 is finally finding out about 4B, what the 4B movement is. 4B movement. 4B movement. Like the 4B movement? Is that not of the devil? Like, it's literally evil. I smell the fear of a man that lives in the basement of his mother's house. That 65% of women in the whole country didn't even want kids, and 42% didn't want to get married at all. This is 4B. So you know what? We just not gonna fuck with y'all. Le mouvement 4B, c'est un mouvement féministe radical né en Corée du Sud en 2019 et il se résume par son nom. Les 4B signifient Biseku, pas de sexe, Bichulsan, pas d'enfant, Byeonnae, pas de date avec des hommes, et Byeon, pas de mariage. 4B, ça se traduit par les 4 noms. Elles revendiquent ce mode de vie pour faire face au conservatisme et au sexisme qu'elles subissent dans la société coréenne. Elles encouragent ainsi toutes les femmes à ne plus avoir de relations avec des hommes, et ce jusqu'à nouvel ordre que la situation change. Et tant pis, si la population coréenne disparaît, il fallait y penser avant. Bon, ça, c'est la description un peu de surface qu'on peut entendre partout sur TikTok. Nous, on va descendre un petit peu plus. Si vous matez un peu de K-drama, la réalité elle est loin, très loin. Là, on est au niveau Emily in Paris, un niveau comparaison. Je suis triste que je suis coquin. En réalité, pour parfaitement comprendre les relations hommes-femmes en Corée du Sud, il faudrait faire un historique complet des traditions du mariage, comprendre pourquoi le conservatisme est encore très fort et comment sont codifiées les relations entre les hommes et les femmes. À titre d'exemple parmi d'autres, en Corée, c'est extrêmement important de fêter les dates d'anniversaire des 100 jours, 500 jours, 1000 jours. C'est vraiment des dates fondatrices à ne surtout pas louper et qui impliquent certains rituels de cadeaux, etc., etc. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vous mets quelques liens de youtubeurs spécialisés sur la Corée, si jamais vous les fouillez. Non, quand je parle de contexte, je veux plutôt parler de 4 points qu'on va aborder, à commencer par la pression des standards de beauté faite aux femmes. Vous avez peut-être déjà vu passer cette émission de télé-réalité en Corée. Cette femme est laide, à faire peur, tellement laide qu'elle doit se cacher quand elle se trouve en public. C'est en tout cas l'image que lui renvoie la société coréenne. Et c'est ce qu'il a décidé à participer à l'émission de télé-réalité Let Me In, Laisse-moi devenir belle en coréen. 8 jeunes laidrons seront sélectionnés pour devenir des princesses quelques mois plus tard, à coups de bistouri, rabotage d'os et autres joyeusetés chirurgicales. Le tout bien évidemment sous l'œil des caméras et du public. En face des candidates, un jury de chirurgiens et de psychiatres fait la sélection. Je suis d'accord que son apparence peut être un obstacle si elle veut se faire embaucher. Les recrutements se font via des foires à l'emploi comme celle-ci, et l'apparence est l'un des critères les plus importants. On a tellement de pression dans ces entretiens, alors on fait en sorte d'être tout de suite vue comme charmante et intelligente, surtout nous les filles. C'est pour ça qu'on a recours au traitement esthétique et même à la chirurgie. En Corée du Sud, près d'un 5e des femmes ont déjà fait une opération de chirurgie esthétique. Et ça monte à quasiment un tiers chez les femmes entre 19 et 39 ans. Et cette injonction à la perfection physique, elle est littéralement un critère de discrimination à l'embauche. Tu rentres pas dans les normes, t'as pas de job. Et je précise que les hommes aussi peuvent être touchés par ça, même si ça reste moins violent que pour les femmes. Donc tout le monde ne fait pas d'opération, mais c'est quelque chose d'assez fréquent. Après le lycée, l'été avant de rentrer à l'université, donc de changer de milieu, de rencontrer de nouvelles personnes, qu'on te fasse pour cadeau une opération pour tes 20 ans, ou que tu trouves un petit job d'été pour pouvoir t'en payer une. Il s'agit en général d'un peu de botox, d'une rhinoplastie et de l'opération de la double paupière qui est la plus pratiquée dans le pays. Et d'ailleurs, ce sont ces pressions intenables qui ont amené à éclore un mouvement féministe en 2016, le mouvement Escape the Corset, qui appelle à enlever métaphoriquement et physiquement le corset des normes de beauté imposées aux femmes qui les étouffent. Ce mouvement, il va faire caisse de résonance 2 ans plus tard avec MeToo pour prendre encore plus ampleur, mais on va en parler juste après.
En 2, c'est surtout la situation économique du pays qu'il faut bien garder en tête. Elle est, comme beaucoup de pays en 2024, désastreuse. Une inflation qui monte toujours plus et un pouvoir d'achat qui n'augmente pas. À un point où il est, surtout dans les grandes villes, impossible pour des jeunes de partir de chez leurs parents. Tellement les loyers sont hors de prix, et ce, même avec un salaire. Alors acheter et se marier, impossible. Sans compter que dans la tradition, quand on se marie, il faut offrir des cadeaux vraiment luxueux aux beaux-parents, qui est évidemment encore plus impossible. On observe d'ailleurs que cette tradition, elle est de plus en plus en train de disparaître. Bref, l'argent, c'est actuellement le plus gros blocage empêchant les Coréens de se mettre en couple. Ce qui a pour conséquence pour beaucoup de ne pas réussir à se projeter au point où 75% des jeunes aimeraient quitter le pays. Ça fait partie des éléments clés quand on parle du mouvement 4B, mouvement 4B, le taux de natalité. En 2023, il est le taux le plus bas du monde. Il était de 1,3 enfants par femme en 2010, pour passer à 1,05 en 2017, contre aujourd'hui 0,73. Je sais pas si ça parle beaucoup, mais pour un indicatif, le taux conseillé pour réussir à renouveler automatiquement une génération, c'est-à-dire que la population ne descende pas, c'est 2 enfants par femme. Donc, pour comparaison, en France, on s'en inquiète. Réarmement démographique, alors qu'il est à 1,83. Bref, ça chute drastiquement, et ce, malgré les 200 milliards qui ont été investis entre 2006 et 2021 par les gouvernements successifs. On parle donc d'un des pays les plus vieillissants du monde, mais ça aussi, gardons ça de côté. Enfin, 4e point du contexte, évidemment, le sexisme. Le point central pour comprendre le mouvement 4B. Au-delà de ce qu'on peut imaginer d'injonctions faites aux femmes, de silenciation, de discrimination dans l'emploi, ça va encore plus loin. En mai 2016, dans le quartier de Gangnam, un homme de 34 ans tue à coups de couteau une femme qu'il ne connaît pas. La raison qu'il donne, c'est qu'il l'a reconnue car quelques jours plus tôt, elle aurait jeté un mégot qui serait tombé sur sa chaussure. Il l'admet, la raison de son acte, c'est le sentiment qu'il a de toujours s'être senti abaissé par les femmes. Dans les jours suivant le décès, c'est presque 360 000 femmes qui vont manifester dans les rues de Séoul pour réclamer justice pour toutes les victimes de violences sexistes, demander une amélioration des droits des femmes et dénoncer les comportements trop répandus d'hommes violents. À l'été 2018, quand MeToo prend enfin en Corée du Sud, un petit peu après le reste du monde, à nouveau, des milliers de femmes vont sortir dans les rues pour dénoncer une pratique très spécifique à la Corée, les molkas. Ce sont des petits dispositifs de caméra placés dans les espaces publics, dans les toilettes, pour filmer les femmes à leur insu et partager ces extraits sur des sites peu recommandés. Exemple parmi d'autres encore de comportements sexistes répandus, en 2020, le pays observe une recrudescence d'actes franchement dégueulasses, où de plus en plus d'hommes vont se soulager sur des affaires de femmes dans le métro ou dans leur tasse de café dans des bars. Le pire dans tout ça, c'est que les tribunaux, ils vont pas considérer que c'est une agression sexiste, ils vont considérer ça comme un acte de simple dégradation et les hommes s'en tireront avec une petite amende. C'est ça le terrorisme du sperme. Ouais. Avec ça, vous voyez quelles sont les grandes dates qui ont poussé des mobilisations féministes de masse en Corée du Sud. Et si on parle de féminisme en Corée, on est obligé de parler d'antiféminisme, et vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, ça fait 5. Il n'y avait pas 4 points. 떠오르는 단어를 말씀해 주세요. 페미니스트, 정신병, 임신, 축복, 남자, 증명, 여자, 보호대상, 여성 혐오자, 현실주의자, 전쟁, 이익, 한국, 촛불, 힙합, AK-47, 수트, 아이덴티티, PD. Je drop beaucoup de chiffres parce que c'est un bon thermomètre, mais en gros, dans ce pays où l'écart salarial entre hommes et femmes, il est de 32%, il y a 56% des hommes qui déclarent qu'ils romperaient si leur petite copine se disait féministe. Si vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous avez peut-être déjà vu passer ce graphique. Il montre un écart idéologique chez les jeunes entre les hommes qui ont tendance de voter de plus en plus à droite et les femmes qui ont tendance de voter de plus en plus à gauche. On voit d'ailleurs que c'est une tendance mondiale dans laquelle la Corée explose tous les paramètres. Les hommes, devant les demandes d'égalité grandissantes de la part des femmes ces dernières années, ont un sentiment qu'on leur retire quelque chose qu'ils avaient, des privilèges. Et ce, couplé à une situation économique désastreuse, fait qu'ils se sentent être les grands perdants de toute cette histoire. Bref, déboussolés devant la perte de repères de ce qu'est traditionnellement un homme, incapables de se mettre à la place des femmes pour comprendre ce qu'elles demandent, ils se tournent vers l'extrême droite, qui a une solution pour eux. L'antiféminisme. Bon, les coachs de séduction et les partis politiques qui vont dans ce sens en France, on connaît ça aussi. En Corée, la situation, elle est déjà un peu plus avancée, puisqu'ils ont littéralement un président qui a été élu pour ça.
Yoon Suk-yeol, élu en 2022, il a basé une grande partie de sa campagne sur l'antiféminisme, en multipliant les sorties sexistes, en promettant notamment de supprimer le ministère à l'égalité des sexes et à la famille. Alors si ce n'a pas été fait, il a tout de même fait supprimer de tous les manuels scolaires tout terme mentionnant égalité de genre ou minorité sexuelle. Et à propos de la politique, j'ai envie de faire un rapide détour parce que c'est quand même assez particulier. Quand ce président-là a été élu, c'est un type qui était magistrat et il promettait d'envoyer en prison les anciens responsables politiques et il l'a fait parce qu'ils étaient corrompus. Ça c'est vrai, ils étaient corrompus. oui, tant qu'à faire, voilà. Et en fait, quand tu regardes un petit peu l'historique des présidents, ils ont globalement tous fait de la prison pour corruption, quoi. Donc en gros, quand t'as un nouveau qui arrive au pouvoir, il envoie tous ses anciens opposants en 11. Ouais. Encore pire, le chef de l'opposition, en janvier 2024, il a été poignardé. Et ce monsieur Lee, il traînait déjà dans des affaires impliquant 5 décès qui ont été requalifiés en suicide. Comme Eric voit, aussi vite que Senna, je veux atteindre le nirvana. Et il y en a d'autres. En 2022, la chef du parti démocrate, elle a été frappée. En 2006, la chef du parti conservateur, elle a été attaquée à coups de cutter. Là, ce qu'il faut retenir de ce contexte, c'est qu'en Corée du Sud, féministe, c'est une insulte, ni plus ni moins. Maintenant que tout ça s'est posé, on va enfin pouvoir descendre un petit peu plus et explorer quelles sont les origines du mouvement 4B. En 2016, après le meurtre sexiste et les manifestations qui ont suivi, beaucoup de femmes ont décidé de se retrouver sur Internet. Elles vont particulièrement investir un forum, Megalia. C'est une communauté qui existait déjà depuis 2015, mais c'est à ce moment-là qu'elle va prendre une véritable ampleur. C'est un forum qui fonctionne exactement comme Reddit, et il y a le même esprit qui va se retrouver là-dedans. Les Megalianes, elles sont en colère, et elles vont l'exprimer à leur manière, en se payant dans les grandes largeurs la gueule des mecs. En fait, Megalia, ça devient les plus grandes trolls de l'internet coréen. À côté le 18-25, c'est des petits joueurs. Elles vont cibler tous ceux sur quoi les hommes se sentent un petit peu fragiles, un petit peu insécures, et taper dessus inlassablement. Sur tout l'internet, elles vont faire des raids de commentaires, développer des mèmes, des phrases clés qui vont rendre fous les hommes, et globalement, elles vont réussir l'exploit d'énerver tout un pays. J'exagère à peine, vous allez voir pourquoi. En fait, leur objectif, c'est de renvoyer en miroir toute la misogynie qu'elles subissent. En gros, tout le forum, il est dédié à insulter des hommes, les dénoncer comme le plus grand mal de l'humanité, et dire à quel point ce sont des sous-êtres. Leur logo le plus emblématique, c'est celui-là, c'est celui que je montrais tout à l'heure. Et la signification, c'est juste de dire que les hommes, quand même, ils ont une petite. Des fois, sous des posts, elles écrivent juste 6.9, qui est, devinez, la taille moyenne du booby coréen. Juste ça, le fait qu'elles le font partout. Elles ont juste à poser une image et les hommes explosent de rage. C'est de la magie noire. Ce phénomène de Megalia, il va s'arrêter en 2017 suite à la fermeture du forum. La raison, une scission entre les différents membres. Les féministes sont accusées de propos homophobes envers les modérateurs du site, puisqu'à la base c'était pas un espace réservé uniquement aux femmes, c'était un forum qu'elles sont venues investir. Et elles, de leur côté, elles dénonceront la misogynie des admins et elles créeront leur propre site, Woomad. Et cette fois, on est sur un espace revendiqué pour les femmes et uniquement les femmes. Le logo, c'est une vulve avec une goutte de règle qui tombe. Et pour avoir été faire un tour sur la partie anglaise, les topics épinglés, c'est-à-dire ceux que tout le monde doit lire, en principe, c'était du style sans façon d'humilier des hommes. Et à vrai dire, tout ce que j'ai pu trouver de pire, ça se passe sur ce forum, mais ça aussi, on garde pour plus tard. Bon, si on met tout dans l'ordre chronologique, on arrive donc là en 2018, le moment où les mouvements MeToo et Escape the Corset convergent. On peut aussi citer un autre mouvement, Fire Femi Action, qui fait des actions publiques où elles se rasent les cheveux et se montrent seins nus. Puis enfin, en 2019, naît le mouvement 4B, qui est un héritier direct de tous ces courants qu'on a évoqués. C'est-à-dire qu'il va se composer de femmes venant d'un petit peu tous les mouvements, mais surtout et principalement de Woomad. Dedans, et c'est plutôt logique vu le projet, on retrouve beaucoup de lesbiennes. C'est quelque chose d'assez peu fréquent en Corée où l'acceptation de l'homosexualité reste difficile. En fait, il n'est pas déconnant de dire que dans tous ces mouvements féministes, beaucoup de femmes se sont à l'époque formées sur le forum Megalia. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment le pionnier, le précurseur en matière de féminisme moderne en Corée. Et pour que vous compreniez à quel point les hommes ont été traumatisés par Megalia, c'est qu'en 2021, une athlète de tir à l'arc, triple médaillée olympique tout de même, a causé un véritable scandale national parce qu'elle a été au JO avec des cheveux courts. Et que de manière quasi évidente pour toute la population et les médias, ça a été interprété comme un acte de revendication politique.
Les Pascal Pro coréens, ils étaient en boucle dessus pendant des semaines. Ils ont été à fouiller toutes ces photos jusqu'à l'accuser d'avoir fait le site de Megalia parce qu'il y a une photo où elle tient un morceau de chocolat en faisant un petit peu vaguement ce qui ressemble au geste. Enfin bref, on en est vraiment à ce tiers au niveau d'attaques ultra-violentes et de parano où la moindre petite chose, la moindre petite interprétation qui sort des normes, c'est tout de suite catégorisé, backlash national, campagne présidentielle là-dessus. Voilà, Bon, on va enfin pouvoir répondre aux questions qui se posent sur le mouvement 4B. Y a-t-il un soulèvement massif des femmes en Corée du Sud ? Font-elles chuter la démographie du pays à elles toutes seules ? Vous vous en doutez sans doute un peu, la réponse est non. En 2019, à la naissance du mouvement, elles annonçaient elles-mêmes être près de 4000 membres, jusqu'à se revendiquer l'année d'après, en 2020, au nombre de 50 000. Alors on pourrait se dire que 4 ans plus tard, le mouvement aurait pu prendre 4 fois, 5 fois, 10 fois son nombre, mais en réalité, on n'a pas de chiffres, plus rien. Elles n'ont pas déclaré de chiffres, il n'y a pas eu d'enquête qui a été faite, on ne sait pas. Et je trouve ça assez rigolo, parce que tous les articles là, qui sont sortis, ils reprennent des chiffres, soit 4000, soit 50 000, plutôt 4000 dans des médias un peu de droite généralistes. Ils se basent sur des chiffres qui ont plus de 5 ans et qui sont eux-mêmes pas vraiment fiables. Rondement menés ces articles. C'est un mouvement qui reste relativement connu en Corée, même s'il est probable que beaucoup de femmes n'en aient même pas entendu parler. Par contre, qu'elles soient dans le mouvement 4B ou non, il y a quelque chose qui rassemble toutes les femmes du pays. C'est que beaucoup ne relationnent plus avec des hommes. Certaines le subissent mais sont obligées de s'y résoudre à cause des conditions économiques qu'on évoquait tout à l'heure. C'est juste plus raisonnable pour s'en sortir de ne pas être en couple. C'est contre-intuitif parce qu'on se dirait qu'à deux on a plus de pouvoir d'achat, mais dans leur situation c'est tout l'inverse. Par exemple, l'année dernière, les Coréens ont réussi à s'opposer à un projet de loi visant à instaurer une semaine de 69 heures. Oupsie, 6.9 ? Marrant, pourquoi avoir choisi ce chiffre ? Je sais pas. Oupsie, quand elles essayent de date, elles se retrouvent face à des hommes qui n'ont jamais vraiment parlé avec des femmes et qui sont ravagés au fantasme de la pornographie ou qui ont des idées politiques rétrogrades qui ramèneraient les droits des femmes 50 ans en arrière. Donc évidemment, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent pas. Vraiment, qui préfèrent pas. Voilà. Juste, elles préfèrent pas. Et elles sont même pas forcément dans le mouvement 4B. C'est justement ces femmes-là que cherche à cibler le mouvement pour les faire se rejoindre et avoir une revendication politique et consciente de ce qu'elles vivent déjà. Évidemment, le taux de natalité, il était déjà en chute libre avant même la naissance du mouvement. En fait, leur enjeu, c'est de ne pas céder à la pression de la société qui veut utiliser ce ventre pour pondre plein d'enfants pour le bien de la nation et devenir de bonnes mères de famille. Voilà ce qu'elle propose à ces femmes, c'est même un mode d'habillement, de coupe de cheveux, c'est tout un mode de vie en réalité, avec des nouvelles amies qui viennent aussi donner un rôle social là-dedans. Alors on en pense quoi de ces femmes qui veulent rester qu'entre elles et qui excluent les hommes de leurs espaces ? Parce que les féministes, elles reprochent ça aux hommes, non ? C'est pas un peu hypocrite ? C'est faire que dire leur raison, c'est que ces femmes, si elles veulent se retrouver qu'entre elles, c'est pour parler de traumatisme, de pression qu'elles ont subi que seules les autres femmes peuvent comprendre. C'est un espace en réalité de soins, de protection, de soutien, comme je sais pas, la réunion des alcooliques anonymes. L'autre impact, évidemment, c'est le fait que ces principes, ils ont tourné dans le monde entier sur les réseaux, qui vous amènent peut-être à venir regarder cette vidéo. Moi, c'est ce qui m'a amené en tout cas à la faire. Lâchez un petit like au passage, un petit abonnement si vous trouvez ce travail pertinent. Ça mange pas de pain. Le féminisme, il est beaucoup plus puissant et impactant à l'international qu'en Corée. Et comme dans tous les pays, on observe cette montée des jeunes hommes de plus en plus misogynes, sur les réseaux, beaucoup ont vu là une bonne occasion de s'emparer de ça pour parler du sujet. On n'est pas encore dans la guerre mondiale des genres, mais on est clairement entré en guerre froide, et l'arme 4B fait beaucoup parler. Je ressens toujours un petit malaise à chaque fois que je vois ces américaines parler du mouvement 4B sans pratiquement jamais rentrer dans le détail dans ce que subissent les femmes coréennes. Jusqu'à raconter n'importe quoi en fait sur le taux de natalité quoi. They don't have any first graders enrolled in over 150 schools. And the gag is they've only been doing this since 2019. So in 5 years' time, they have managed to erase an entire class of youth. Il y a un espèce d'ethnocentrisme là-dedans qui vide le sujet un peu de sa substance pour le prendre que comme un joli exemple. Après, cette réappropriation symbolique, elle reste intéressante à observer, la manière dont elles veulent prendre ça pour en faire un espèce de manuel d'action. Et dans le fond, c'est ça aussi le but de 4B. Autre exemple, il y a une autre population de femmes sur les réseaux qui ont beaucoup parlé du mouvement 4B, et c'est dans les sphères de l'afroféminisme. Tout simplement parce qu'elles disent pouvoir mieux s'identifier aux problématiques de femmes non blanches, de voir un féminisme qui s'applique dans d'autres cultures que celle occidentale. Ça donne une source d'espoir et un imaginaire pour une autre façon de le faire. On approche de ce qu'il y a de plus sombre dans ce mouvement, mais puisqu'on parle des liens avec le reste du monde, il me semble important de dire que cette action du mouvement 4B, elle est possiblement inspirée de féministes occidentales justement. Par exemple, cette idée d'exclure les hommes de sa vie, on parlait alors de lesbianisme politique.
Plus récemment en France, c'était une idée aussi qui avait été assez répandue dans les années 2015-2018. Vous vous souvenez peut-être d'Alice Coffin avec son génie lesbien, ou d'une époque sur le journal Mademoiselle où ça parlait énormément de mettre moins d'hommes dans sa vie, ne pas regarder de films faits par des hommes, ne pas lire de livres faits par des hommes, de la musique, pour éviter aussi de baigner sans arrêt dans cette culture qui sexualise les femmes, les place comme des objets, et remettre en valeur donc les créatrices qui sont souvent dénigrées, oubliées ou pas mises en avant. En gros, c'était ça l'idée, quoi. Et si je compare les termes utilisés sur les réseaux autour du mouvement 4B, cette fois-ci on parle beaucoup de décentraliser les hommes de sa vie. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu plus clair. Forcément, lesbianisme, ça va être tellement connoté que des femmes hétéros vont pas se sentir concernées ou ne vont pas comprendre instinctivement ce que ça peut vouloir signifier, alors que là ça me semble plutôt clair. Surtout en Corée donc, où les droits LGBT, c'est pas exactement ça. Et pour aller encore plus loin, moi ça me fait surtout penser au débat qu'il y a eu autour du mouvement Femen. Des femmes radicales, qui le revendiquent en public, qui sont agressives envers les hommes, qui reprennent en tant que symbole la vulve. On n'aurait pas un petit peu déjà vu tout ça ? Et c'est justement ce point qui va nous emmener un peu plus loin. Je ne vais pas faire l'historique des Femen, la vidéo serait beaucoup trop longue. On sera tous d'accord pour dire que, dans l'inconscient collectif, l'image qui est restée, c'est ça. Et d'une certaine manière, elles ont clairement participé à ouvrir la fenêtre de ce qui est considéré comme extrême en France en matière de féminisme. À l'époque, faire des actions seins nus dans la rue, c'était considéré comme le summum du radical. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, ça choque plus personne. En tout cas, plus grand monde. Et paradoxalement, c'est ça aussi qui a bloqué pendant plusieurs années, et encore aujourd'hui, l'image qu'ont certaines personnes, surtout des hommes, de ce qu'est le féminisme. Et en Corée, on en est exactement à ce stade, encore plus violent. En fait, si on prend ce dessin de vulve qui a été omniprésent sur les réseaux, on peut voir qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on n'en est clairement plus là. On peut même voir deux chemins qui se sont discernés. Le premier, c'est la tendance générale, tout le monde est passé à autre chose. Ça a été utile à un moment pour lever un gros tabou autour de la sexualité féminine et de la connaissance du corps des femmes, mais globalement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience que baser tout un mouvement politique autour de cette image-là, ça faisait pas très sérieux et que ça faisait aussi passer à côté de thématiques beaucoup plus importantes en matière de revendications féministes. Et il y a un autre chemin, beaucoup plus petit, où des groupes de femmes sont tellement restées bloquées là-dessus qu'elles en sont venues à un véritable essentialisme, où certaines se revendiquent en tant que femelles, chose qui va un peu à l'inverse de dizaines d'années de féminisme qui se battaient justement pour que les femmes ne soient plus uniquement définies par leurs organes reproducteurs. Ces femmes-là, on les appelle les TERF, puisque leur logique les a évidemment amenées à exclure toutes les personnes transgenres. Concrètement, aujourd'hui, ces groupes ne se dédient plus qu'à ça, à la lutte contre les droits des personnes trans. Et si j'en parle, c'est pour deux raisons. C'est que dans les chefs de file de ce mouvement-là, il y en a une qui était une ancienne fémène et une autre qui a géré une grosse page Instagram de féminisme centrée sur la sexualité justement. L'autre raison, c'est que dans ce mouvement 4B, on observe exactement la même chose. La division n'est pas encore très claire puisqu'on est en plein dedans, mais ce qu'on sait, c'est que suite à des attaques de masculinistes qui ont voulu infiltrer leur milieu sur internet, il y a certaines branches du mouvement 4B qui sont entrées dans une réelle paranoïa de ces hommes qui pourraient intégrer leur milieu sans qu'elles ne le sachent, et ça s'est donc amalgamé à une méfiance des femmes transgenres. Pas des hommes trans par contre, parce que... Et cette parano, elle va à un point où des femmes ont rapporté que pour pouvoir entrer dans certains groupes sur leur réseau, il faut leur envoyer une photo de pièce d'identité, voire même des photos de leur pomme d'Adam. Ce qui est d'ailleurs pas très malin, parce que ça s'enlève quoi. Je vous propose un petit chiffre, ça fait longtemps. Putain, je déteste les maths, mais qu'est-ce que j'aime les stats! Au sein de la population des femmes de 18-39 ans, chez celles qui se déclarent non féministes, 60% d'entre elles ne reconnaissent pas l'existence des personnes transgenres. Là où quand on passe sur la population des femmes qui se disent féministes, ce chiffre descend à 30%. Et étrangement, quand on regarde les femmes qui se disent très féministes, ce chiffre, il remonte à 60%. C'est-à-dire que chez les femmes qui ont plus de 40 ans, qui elles se disent très féministes, elles sont beaucoup plus supportives que les plus jeunes. Et oui, j'ai été jusqu'à traduire des articles en coréen pour cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. En 2020, une femme trans de 22 ans a dû se retirer de l'université où elle avait été admise suite à une pétition qui a atteint plus de 18 000 signatures venant de groupes TERF s'opposant à sa venue. Et quand on fouille un petit peu les articles qui parlent du mouvement 4B sur internet avant la première grosse médiatisation de 2023, ce qu'on trouve principalement, c'est des articles sur des sites explicitement TERF. Et ce, que ça soit en anglais ou en français. Enfin, plus récemment, le Reddit West4B Movement affiche clairement dans ses règles qu'il est réservé uniquement aux personnes qui ont été assignées femmes à la naissance. Bon, c'est un Reddit qui est clairement mort, c'est vraiment pas représentatif, mais c'est juste pour montrer la capillarité qu'ont les mouvements TERF avec le mouvement 4B.
Autre problème, alors j'ai pas vraiment trouvé d'article ou de post exhaustif là-dessus, que des petits commentaires à droite à gauche qui l'évoquaient, mais dans le mouvement 4B, des femmes ont rapporté des propos xénophobes, notamment sur le fait que les immigrés seraient globalement plus des violeurs que les autres. Et si on fait le comparatif avec les TERF françaises, on voit qu'ici, elles sont principalement reliées par des médias et des partis de droite et d'extrême droite. Par exemple, elles ont récemment été soutenues par Marion Maréchal Le Pen, qui dans la même semaine sur Twitter s'opposait au couple gay. Stern se plaçant elle aussi contre l'immigration. Clairement, je pense pas que la majorité des femmes qui ont relayé le mouvement 4B sur TikTok soient au courant de toutes les discriminations qui peuvent graviter autour. J'ai dû fouiller pour trouver un petit peu tout ça. C'est juste pour dire que, en général, quand on trouve une discrimination, il y en a vite d'autres qui peuvent arriver avec. Et justement, en voici d'autres, puisque au sein du mouvement 4B, un des préceptes fondamentaux, c'est la non-sexualisation des corps des femmes. Ça a amené à des débats très houleux et même des scissions, puisque certaines accusaient les lesbiennes qui faisaient partie du mouvement de resexualiser le corps des femmes, et donc ça allait à l'encontre de tout ce qu'elles faisaient. Tout ça, on pourrait les définir comme des femcels, des femmes qui sont revendiquées célibataires, à l'inverse d'incel, ou des sex-neg, donc des sexes négatives, qui nient toute forme de pratique sexuelle en général. Et on finit le grand chelem des discriminations avec évidemment une dernière couche d'homophobie. Puisque les hommes gays, ils en ont pris plein la tronche. À imaginer, 2 pénis ensemble, le double mal. On repart sur les stats. Ouais. De manière générale, les féministes là-bas reconnaissent les hommes gays comme moins désavantagés que les lesbiennes. Et honnêtement, je connais pas assez la culture du pays pour pouvoir dire si c'est vrai ou faux. Par contre, ce que j'observe, c'est qu'encore une fois, chez les féministes de plus de 40 ans, ce soutien, s'il est légèrement plus favorable aux lesbiennes, c'est clairement pas quelque chose de significatif et que ça reste globalement égal dans leur soutien aux gays et aux lesbiennes. Encore une fois, cette guerre des genres, elle se fait essentiellement chez les jeunes. Tout à l'heure, je vous évoquais la chute de Megalia et la création de WOMAD. Et s'il est vrai qu'au début, j'ai lu différents sons de cloche qui se renvoyaient la balle entre féministes et hommes gays, les choses sont apparues un peu plus claires quand je suis tombé sur cet article. La libération des femmes doit d'abord passer par le massacre des hommes gays. Ouais. Non mais c'était du troll, c'était juste des blagues, hein. Non. Il n'y a pas eu d'excuses, puisque c'est leur façon générale de traiter les hommes. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'elles considèrent que les hommes gays sont encore pires que les hommes hétéros avec qui elles sont censées, avoir des relations de violence. Ça pue un peu. On descend encore. Leur technique d'appliquer la misogynie en miroir, elle leur fait faire exactement les mêmes choses. Et quand je dis ça, c'est parce que certaines vont dévoiler sur internet des photos d'hommes nus, pris à leur insu. Certaines vont même jusqu'à faire des molkas en posant des caméras dans les toilettes publiques des hommes. Non pas pour des motifs d'excitation sexuelle, mais pour se venger. Et ce qui est bizarre autour de ça, c'est que les femmes qui ont fait ces actes, elles vont être arrêtées bien plus rapidement que les hommes qui font la même chose. Ce qui va évidemment alimenter la motivation de leur pratique, puisque c'est justement ça qu'elles veulent démontrer. Le manque des sanctions envers les violences des hommes. Ça va les conforter dans leurs actes violents, et au final, moi je me demande, qu'est-ce qui les différencie concrètement des incels ? Parce qu'on descend encore. On parlait de menaces de mort. C'est quelque chose d'encore plus fréquent que ce que vous pensez. La police a même commencé à s'inquiéter quand certaines femmes déclaraient sur le forum avoir déjà tué des hommes. Des enquêtes seront menées qui seront classées sans suite. Parfois, on peut voir sur le forum des photos inquiétantes de jeunes femmes qui tiennent un couteau face à leur père endormi dans leur lit la nuit. Et en faisant rien qu'un petit tour sur la partie anglaise, qui est bien moins fréquentée que la partie coréenne, je suis tombé sur des articles de type « J'aimerais engager une tueuse à gages pour éliminer des hommes ». Bref, tout ça, c'est des propos qui sont très fréquents, et les réponses qui viennent, ce n'est que de l'enthousiasme. Jusqu'à un jour où c'est allé trop loin. Nouveau sujet ouvert sur WOMAD. Une femme coréenne, alors babysitter en Australie, poste une photo d'un verre de jus d'orange. Elle annonce qu'elle va droguer le jeune homme qu'elle garde. Quelques heures plus tard, elle postera des photos du garçon, nu, inconscient, où elle le frappe en l'accusant de n'être qu'un mâle et que c'est tout ce qu'il mérite. Elle sera rapidement arrêtée et on retrouvera sur son ordinateur de la pédopornographie. Quelle a été la réaction de WOMAD à votre avis ? Elles ont mis les holà et elles se sont rendues compte qu'elles sont allées trop loin. Non, en fait, pas du tout. Là, ce que je viens de vous raconter, c'était en novembre 2017. C'est-à-dire que toutes les histoires que je vous ai racontées avant, elles se sont passées après cet événement. L'agresseuse, elle a même été massivement soutenue. Le sujet, qui n'est resté en ligne que 24 heures, a eu plus de 300 000 vues, avec un ratio de plus de 95% de votes positifs. Une cagnotte sera même ouverte pour payer les frais de justice de cette femme, et WOMAD enverra massivement des mails à l'administration australienne pour exiger sa libération. WOMAD existe toujours, et leur esprit est toujours le même.
Et honnêtement, j'ai vu d'autres choses que j'ai pas envie de vous partager. Sachez juste que ça implique des fœtus. Et que tout ça, c'est que la partie un peu émergée de l'iceberg. C'est ce que j'ai pu trouver en traduit en anglais ou en fouillant un peu plus. Mais c'est pas une enquête profonde, une infiltration qui donnerait tous les dessous. En fait, je vous avoue qu'à ce stade des recherches, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de mettre de la lumière sur ce mouvement. Et si ça valait pas mieux de faire comme tout le monde, traiter le sujet en surface, se dire évoquer vaguement les 4 concepts, dire que ça fait réfléchir, puis voilà quoi. Juste ça. Je prends quand même du recul sur le fait que les pires choses, elles sont dans le mouvement WOMAD, pas 4V. Ça reste des faits divers qui ne représentent en rien l'intégralité du mouvement féministe radical. Par contre, il faut admettre qu'il y a un énorme lien de filiation dans le mouvement 4B, il y en a beaucoup qui viennent de WOMAD. Ça me semblait intéressant d'analyser tout ça pour 2 raisons. D'abord, je trouve ça assez ironique que ça soit la propagande antiféministe coréenne, c'est-à-dire que c'est eux, à la base, qui accusaient les féministes de faire chuter démographiquement le pays. Que ça se soit retrouvé à l'international, pris premier degré comme une victoire de la part de certaines féministes. Et de voir qu'aujourd'hui, les antiféministes sont obligés de débunk ce qui est à la base leur propre propagande. Moi, je trouve ça marrant. Je trouve que cette opposition-là, même si on a déjà eu des trucs similaires en France il y a 10 ans, on n'avait pas cette montée-là de misogynie chez les jeunes hommes, et que du coup, il faut observer attentivement ce qui se passe, ce que ça donne, d'où vient aussi la détresse des hommes, parce que ce lien entre détresse des jeunes hommes, antiféminisme et extrême droite politique, il peut prendre de l'ampleur extrêmement vite. Et d'ailleurs, j'ai pas été étonné de voir que les plus vieux articles en français qui parlent du mouvement 4B, c'est-à-dire quelques mois seulement après sa création, ça vient du média d'extrême droite Valeurs Actuelles. Ensuite, parce que tout ce qu'on voit passer autour de ce mouvement, on l'a déjà vu il y a 10-15 ans chez nous. On aurait presque pu prévoir l'évolution de ce féminisme en Corée du Sud, qui est venu tardivement et qui va extrêmement vite. Clairement, ce qui a permis qu'on s'intéresse à la condition des femmes coréennes, c'est le soft power culturel coréen au travers de la K-pop, des K-dramas, des jeux vidéo, enfin voilà. Et je pense que c'est l'occasion aussi d'aller au-delà de ce qu'il y a uniquement en surface. Il y a quand même une question qui reste, c'est comment ça se fait que ces féministes radicales en Corée soient aussi intolérantes envers des minorités. Il y a une partie de cette réponse qui peut se trouver dans la structure de la société coréenne où la hiérarchie est vraiment quelque chose de primordial, et donc ça serait pas si étonnant de voir que des femmes, en recréant en quelque sorte leur propre pyramide, reproduisent le même effet de violence envers les populations qui sont en dessous d'elles. Et enfin, sur la violence de WOMAD, je pense que c'est une image edgy que beaucoup se donnent. Simplement, c'est sûr qu'une ambiance comme celle-là, ça attire des personnes qui, elles, seraient à même de passer à l'acte, quoi. Et très clairement, le projet de 4B, c'est pas un projet de violence, au contraire, puisqu'elles se sortent de tout ça. Mais la réalité, elle est très nuancée et elle dépend des rencontres que tu peux faire dans les différents groupes. J'ai pu lire des témoignages d'hommes trans que le mouvement a aidé à transitionner, des témoignages de lesbiennes épanouies dans le mouvement et qui sont pas TERF, d'autres qui se sont éloignées sans être en mauvais termes, d'autres qui se sont éloignées en étant en très mauvais termes, et d'autres qui carrément regrettent d'en avoir fait partie et qui aujourd'hui militent pour un mode de vie de tradwife. Bref, en gros il y a de tout et ça fait beaucoup réfléchir. Voilà pour cette vidéo, le sujet il m'a emmené beaucoup plus loin que ce que je pensais à la base. Je ne suis pas spécialiste de la Corée, donc si jamais je mélange ou j'oublie des trucs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'épinglerai si c'est pertinent. J'étais vraiment frustré en fait de rien trouver d'exhaustif sur le sujet. Donc voilà, j'espère que ça aurait pu éclairer beaucoup de choses. Venez me voir sur Twitch, lâchez une petite pièce sur le Ko-fi si vous voulez soutenir la production des prochaines vidéos, parce que clairement vous n'êtes pas prêts pour ce qui vient. Allez, à plus. C'est fini.